Chaque année, en Europe, plus de 5 millions de tonnes de vêtements et de chaussures sont jetées. Cela représente 12 kilos par an et par personne. Pourtant, on n'a jamais vendu autant de vêtements. 800 000 tonnes sont mises sur le marché en France chaque année selon l'ADEME. C'est dû en partie à ce que l'on appelle la fast fashion et même l'ultra fast fashion. Ces pièces produites à très bas coût en Asie et revendues à bas coût en France. Notre invité aujourd'hui sur Euradio se bat contre cette tendance néfaste, notamment pour les producteurs européens de vêtements. Bonjour Yann Rivoalan. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin, organisme qui représente plusieurs dizaines d'entreprises. Alors vous étiez en Pologne il y a quelques semaines, à Wrocław, très précisément au sud-ouest du pays. Qu'est-ce que vous y avez vu ? J'y suis allé pour une raison très simple, c'est que nous avions reçu une information de Chine courant décembre qui a annoncé un gigantesque entrepôt totalement automatisé. Donc Shein, c'est cette marque justement qui fait cette ultra fast fashion. Or, Chine a l'habitude de nous envoyer des pipeaux, des mensonges à longueur de journée. Et donc, de ce fait, j'ai voulu vérifier sur pièce qu'est-ce qu'il y avait là-bas de façon très précise. Et en soi, j'ai clairement pas été déçu parce que j'ai pu voir en effet le gigantisme absolu de Chine et surtout leur plan futur, parce qu'il y a certes cet entrepôt, mais pour l'instant il est totalement inutilisé. Il n'y a aucun camion qui rentre et qui sort, et l'objectif est très simple. On va mettre en Europe d'ici maintenant quelques mois une nouvelle taxe, et dès que cette taxe sortira, c'est à ce moment-là que cet entrepôt va fonctionner à bloc, et il lui servira à ce que des milliers de camions tous les jours sortent et repartent avec toute la marchandise de Chine. La taxe que vous évoquez, c'est cette taxe petit colis qui est déjà entrée en vigueur en France, mais effectivement qui entrera en vigueur au 1er juillet au niveau européen. En gros, c'est quoi la stratégie de Chine pour contourner cette taxe ? La volonté de Chine, c'est d'effectuer une concurrence déloyale sur l'intégralité des entreprises françaises et européennes, et en même temps de pouvoir envoyer à tous les consommateurs des produits les moins chers possibles, quel que soit leur niveau de norme, voire même leur niveau de dangerosité. On a pu voir un cas totalement extrême il y a maintenant quelques mois, avec à la fois les poupées pédocriminelles, des armes, voire même des médicaments. Donc on a une société qui avait conçu une page catégorie avec non pas une poupée, mais avec des dizaines de poupées. Donc on voit vraiment qu'on a une société qui n'a bien sûr aucune morale pour évidemment faire un maximum de chiffre d'affaires. Et dans ce but, Chine nous propose depuis maintenant des années des produits qui sont à des prix risibles. Une des consonances simples pour avoir ces prix extrêmement faibles est de ne pas payer de taxes. Et pour l'instant, ils utilisent une de nos failles, qui est ce qu'on appelle les mini-mi, les mini-colis. Et pour tout colis qui fait moins de 150 €, Chine ne paye ni TVA, ni taxes affectées, et donc de ce fait est mécaniquement moins cher que toutes les marques françaises. Comme en plus ils exploitent, comme en plus ces produits sont dangereux, on a décidé avec la France et par la suite avec l'Europe, de mettre en place cette petite taxe d'à peine 2 € en fait, par ligne de produits, c'est-à-dire si dans un colis on a 2 produits différents, c'est 2 fois 2 €. Eh bien, on a décidé de mettre en place ces taxes pour ramener plus d'argent à nos douanes, argent qui va permettre justement de se muscler et de pouvoir mieux contrôler ces produits. Or, Chine ne veut absolument pas qu'on les contrôle, d'où justement leur stratégie de, à la fois pour l'instant avec la taxe française, de faire atterrir les avions n'importe où, à Liège ou aux Pays-Bas par exemple, et après de nous envoyer des milliers de camions, et par la suite, quand il y aura la taxe européenne, de faire tout atterrir en masse à l'entrepôt en Pologne pour après tout redispatcher petit colis par petit colis à l'intégralité de l'Europe. Alors que doit faire l'Europe pour éviter ce contournement par Chine et peut-être que ça donnera malheureusement des idées à d'autres de cette taxe petit colis ? On a 2 actions majeures qu'on doit lancer. Il y a une première action nationale au niveau de la France qu'on aurait dû lancer depuis maintenant des mois. On a eu la chance en France d'avoir 2 moments parlementaires uniques. Un, il y a maintenant 2 ans, c'est très long 2 ans, au Parlement européen, où à l'Assemblée, on a voté à l'unanimité la taxe anti-fast fashion. Il a été porté par Anne-Cécile Violent, la députée, qui a réussi à réunir toute l'Assemblée du RN. Renaissance. Oui, député Renaissance et Horizon, qui a réussi à réunir tout le monde, des LFistes en passant par le RN, et évidemment tout le bloc central. Donc on a une loi déjà extraordinaire qui a été votée à ce moment-là. Ça a mis beaucoup de temps
néanmoins pour arriver au Sénat, pour un certain nombre de problèmes purement français, mais in fine, ça a été la même chose au Sénat, où là aussi, elle a été votée également à l'unanimité, sur une forme, somme toute, assez proche entre les deux. Mais néanmoins, il faut mettre en place une commission paritaire pour valider justement le fait qu'on allait garder tel point du Sénat ou tel point de l'Assemblée, ou réécrire de façon à ce que ça corresponde aux desiderata de nos parlementaires. Or, ça fait maintenant 9 mois que cette loi a été votée. Elle n'est toujours pas passée en commission. C'est, je crois, unique. Je n'ai pas une expertise en fait de dizaines d'années au niveau en fait de nos lois en France, mais je n'ai jamais entendu une loi doublement votée à l'Assemblée et à l'unanimité et au Sénat votée à l'unanimité qui ne passe pas en commission paritaire dans les semaines, voire mois qui suivent. Alors là, ça fait 9 mois. 9 mois, c'est très très long. Et avant de parler sur peut-être les explications de ce blocage, qu'est-ce qu'elle représente, j'allais dire presque à vous entendre, de révolutionnaire cette loi anti-fast fashion ? Elle est révolutionnaire dans un point très simple, c'est que c'est une des premières lois qui régit l'intelligence artificielle sans même en parler. C'est-à-dire, elle donne un critère qui est, quand une marque fait tant de milliers de références par jour, alors à ce moment-là, on va la catégoriser dans un segment différent. Or, on ne peut faire ces milliers de produits que parce que, justement, on est une société technologique. Et donc, on voit clairement que c'est une application très instructive de l'intelligence artificielle et une bonne utilisation. Le deuxième point, c'est qu'on met en place un malus sur, justement, ces produits. Un malus qui sera de 5, voire 10 euros au bout d'un certain nombre d'années. Et donc, on dévie, justement, la concurrence déloyale qui est mise en place par cette plateforme par un système de malus qui permet de rééquilibrer en partie le prix, hein. Mais c'est juste en partie parce que quand on a un t-shirt à 3 euros, même avec un malus à 5 euros, le t-shirt reste quand même sur un prix extrêmement faible de 8 euros par t-shirt. Et enfin, il y a une interdiction de la publicité qui pour l'instant est uniquement sur des produits dangereux pour la santé comme la cigarette ou encore l'alcool. Et là, de ce fait, on considère aussi qu'il y a une véritable dangerosité, bien sûr pour nos emplois, bien sûr pour le consommateur, mais aussi pour la planète. Sachant que cette interdiction de la publicité, c'est ce qui a priori bloqué au niveau européen ? C'est en effet des retours de l'Europe, mais n'oublions pas, on a le droit en France de voter des lois dans le cadre de la nation. Donc l'Europe peut être en désaccord. Il n'empêche qu'on peut quand même voter cette loi et que les parlementaires l'ont demandé, que ça soit à la fois au Sénat ou encore à l'Assemblée. Donc on peut très bien décider de mettre en place cette loi. Par la suite, l'Europe peut nous faire un certain nombre de retours, voire même de pénalités, mais on a le droit d'exercer, dans notre libre choix justement, de pouvoir mettre en place les lois qu'on désire encore dans notre pays. Mais vous demandez quand même à l'Europe de se pencher sur cette question de l'interdiction de la publicité ? C'est essentiel parce que je pense que la France peut éliminer justement le reste de notre continent. La solution qu'on a proposée en France est évidemment une solution pour le reste aussi des pays, parce que l'Italie aussi est impactée, le Portugal est impacté, l'Espagne est impactée, l'Allemagne est impactée, et ainsi de suite. Et donc de pouvoir régir justement des plateformes comme celle-ci, c'est essentiel, parce que s'il y a Chine qui est clairement mis en avant, on a aussi d'autres plateformes comme Temu, comme AliExpress, comme TikTok Shop, comme JD, et ça n'arrête pas d'augmenter. Donc de ce fait, si on n'apprend pas à se défendre vis-à-vis de ces plateformes, à terme, on sera complètement enseveli par tous ces produits de mauvaise qualité. Et donc, vous l'avez dit, le processus parlementaire est en quelque sorte suspendu, ou en tout cas en attente. Pourquoi ça bloque ? Pourquoi les choses ne s'accélèrent pas, entre guillemets ? Il y a des raisons qui, en effet, sont basico-basiques avec les problèmes politiques qu'on peut avoir en France. De changer de gouvernement tous les X mois, de premiers ministres, en fait, qui ont des visions qui peuvent être différentes, va nécessairement ralentir les choses. Mais là encore, quand on a une loi qui a été votée à l'unanimité, sous 2 gouvernements différents, on a l'obligation, justement, de mettre en place cette loi. Et je suis, pour l'instant, extrêmement étonné que le gouvernement Lecornu ne s'en empare pas pour pouvoir le mettre en place. Et au niveau des autres pays européens, est-ce qu'on a d'autres tentatives, d'autres gouvernements aussi d'agir contre cette ultra fast fashion ? On voit que l'Italie, par exemple, a été moteur. D'autres pays, plus étonnamment, comme par exemple la Roumanie, qui avait décidé également de cette taxe. Et c'est normal parce que, pour vous dire, je vais vous donner une anecdote très simple. J'ai été en Ukraine il y a quelques semaines. On y reviendra. Et en Ukraine, j'ai pu voir la concurrence de Temu, qui, par exemple, est plus compétitive que certaines usines ukrainiennes qui, pour vendre un certain nombre de produits, est l'armée. Donc on voit clairement que ce soit Temu, Chine, etc., ils détruisent des pans entiers avec systématiquement aussi des produits de mauvaise qualité.
On parle aujourd'hui sur Euradio de la lutte européenne contre la fast fashion avec notre invité Yann Rivoalan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Alors vous demandez aussi à ce que le DSA, le Digital Service Act, c'est-à-dire le règlement sur les services numériques européens, soit appliqué contre Chine. Pourquoi est-ce que ça serait suffisant en quelque sorte, ou en tout cas un gros coup pour les mettre hors d'état de nuire en quelque sorte? On a une base en fait très simple avec Chine, c'est la même chose avec Temu, c'est que ces marques sont hors la loi sur l'intégralité de leur chaîne de valeur. Que ce soit dans la fabrication de leurs produits, que ce soit dans la qualité de leurs produits, que ce soit le vol des données, que ce soit les faux rabais, tout ce qu'on peut voir sur le site de Chine, tout ce qu'on peut voir également sur le site de Temu est systématiquement hors la loi. Et ce cadre hors la loi, par exemple sur les données, permettrait clairement de mettre des amendes phénoménales pour Chine et également Temu, voire même de fermer carrément le site. Or, on voit ces infractions, on met des amendes, par exemple de 150 € pour le vol de données sur le site de Chine, et c'est tout. C'est-à-dire, on se dit, et tout le monde le sait, que ces sites font des choses illégales, qu'il y a des dark patterns partout, c'est-à-dire des faux comportements illégaux qui sont mis en place avec leurs conditions générales, avec leurs faux rabais, avec leurs faux coupons, ainsi de suite. Et on laisse faire parce qu'on a clairement peur. Je pense que l'Europe est divisée parce que certains veulent travailler avec les Chinois, certains ne comprennent pas le danger, certains pensent que c'est un truc de bonne femme que de vendre de la mode. J'ai entendu certains politiques me sortir en fait ces phrases totalement injurieuses. Et donc de ce fait, il n'y a pas la véritable coordination qu'on devrait avoir normalement en Europe, coordination qui devrait nous protéger en entier. Il y a un argument qui est opposé parfois, alors plutôt par les entreprises de cette fast fashion ou de cette ultra fast fashion, c'est on vend des vêtements moins chers pour des gens qui n'ont pas les moyens de s'habiller. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qu'on entend parfois? On pense par exemple au patron du BHV à Paris qui, lorsqu'il a fait venir Chine au BHV, a souvent utilisé cet argument. Je reprends cet argument pour montrer à quel point il est fallacieux sur tous les sujets. Le premier, c'est qu'on a la chance, avec la seconde main qui est désormais très facilement accessible, tant à travers les plateformes qu'à travers les friperies qu'au sein même des marques, d'avoir des produits qui sont vendus à des prix risibles. On peut avoir là aussi des t-shirts à 3 €, on peut aussi avoir des robes à 5 € dans n'importe quelle friperie. La seule différence est qu'elle sera de bien meilleure qualité. Elle sera en coton, elle sera dans des matières qui seront naturelles et absolument pas en polyester, parce que sur le site de Chine, 80% des produits sont en polyester. Le deuxième, c'est qu'on a la chance aussi de pouvoir, en France, avoir un pouvoir d'achat qui, en effet, est contraint pour X raisons, comme par exemple les coûts de l'énergie en ce moment. Mais là aussi, acheter un t-shirt, ça coûte quelques euros. Et même si acheter un t-shirt, par exemple chez Kiabi ou chez Celio, va coûter 10 €, les 7 € de différence sont très faibles dans les achats qui normalement sont raisonnés, c'est-à-dire d'acheter par exemple 2, 3, 4, 5 t-shirts dans l'année. Si on achète 3 t-shirts à 7 € de plus, on a dépensé sur l'année 21 € de plus. Quels sont les ménages qui ne peuvent pas dépenser 21 € de plus pour un produit qui sera non plus en polyester mais en coton et qui en plus va permettre de payer et la vendeuse et la personne qui a fabriqué son vêtement. Donc on le voit, le comportement du pouvoir d'achat est complètement faux parce que quel que soit son pouvoir d'achat, on peut acheter en seconde main à des coûts faibles, on peut acheter de la meilleure qualité à un prix en fin de compte légèrement supérieur. Donc résultat, cet argument n'amène qu'une chose assez simple, c'est qu'on a matrixé la tête des gens en les obligeant non pas à acheter à des faibles coûts, mais plutôt à les faire surconsommer. Parce que quand on a des produits à 3 €, quand on a des faux rabais, quand on a des faux coupons toute la journée, eh bien on achète 2 fois plus, et c'est ce qui se passe sur le site de Chine, parce que désormais, on achète pour 400 € sur le site de Chine tous les ans, alors qu'un consommateur moyen de mode en achète pour 200 € tous les ans. Et donc de ce fait, on voit clairement que Chine nous vend, pour faire simple, des produits de très mauvaise qualité, beaucoup plus, avec en plus des personnes exploitées et une planète qu'on détruit, tout en ne payant aucune taxe. Et justement, un des enjeux, vous parlez de la planète qu'on détruit, je le disais en introduction, le nombre de vêtements que l'on jette chaque année en Europe est considérable, ça représente 12 kilos par an et par personne. Comment on fait pour améliorer le recyclage de ces vêtements? Vous avez parlé de la seconde main, comment on développe en bref cette seconde main? Je reprends justement sur toutes ces tonnes justement qui sont détruites. Il y a toute une série d'effets pervers qui sont là aussi entraînés par Chine. Le premier, c'est que les produits sont avant tout en polyester.
le polyester venant des vêtements, ne peut pas se recycler. On n'est pas comme le plastique qui vient par exemple de nos bouteilles, qui peuvent justement se transformer et qui classiquement se retransforment justement en polyester pour les vêtements. Et donc de ce fait, comme Shein ne fait que du polyester, aucun de ces vêtements n'est justement transformable. À l'inverse, quand on a un t-shirt en coton, vous pouvez le tester avec un vieux t-shirt que vous allez mettre par exemple dans le sol, en fait, dans votre jardin. Vous verrez, au bout de quelques semaines, il va s'autodétruire parce qu'il est biodégradable. Deuxième point, comme Shein a entraîné des produits de très mauvaise qualité, mais qui sont très peu chers et qui sont donc jetables, on a de plus en plus de produits qui sont donnés, et on peut le voir par exemple dans tous les relais et tous les endroits où on donne les produits, il y a quantité de produits Shein, et près d'un tiers d'entre eux ont encore l'étiquette, donc ils n'ont même pas été portés. Et donc Shein a amené deux facteurs. Le premier, c'est de distribuer des produits qui ne sont pas recyclables, qui ne sont pas facilement détruisables. Le deuxième, c'est de tuer le marché de la seconde main avec des produits qui remplissent les relais et qui tuent cette économie. Avant, on les envoyait en Afrique. J'étais personnellement contre cette démarche parce que ça peut être très intéressant d'accompagner l'Afrique avec des vêtements de qualité. Mais si c'est pour leur envoyer en fait des vieux vêtements, ça n'a pas de sens. Là, on ne peut même plus le faire parce que Shein envoie directement ses invendus en Afrique. Donc de ce fait, Shein a tué le marché de la seconde main en France avec ses produits de mauvaise qualité, détruit la planète avec ses vêtements en polyester et a tué le marché de la seconde main en Afrique en leur proposant directement des invendus justement qui existaient chez eux. Et je comprends les Africains qui préfèrent avoir des produits neufs que des produits de mauvaise qualité qu'on leur envoie de notre côté. Vous l'avez dit dans cette interview, vous étiez en Ukraine aussi récemment, Yann Rivoallon, à la visite dans des usines de prêt-à-porter. Pourquoi vous avez tenu à faire cette visite ? Je suis allé pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement le 4e anniversaire de la guerre. Et je voulais montrer qu'on était capable d'aider les Ukrainiens, évidemment en leur envoyant leur argent, évidemment en leur envoyant des armes, mais aussi tout simplement en achetant des vêtements. Si on achète des vêtements un jour ailleurs, si on achète des vêtements Monoprix, si on achète des vêtements Ben Simon, on va acheter des vêtements qui sont fabriqués en Ukraine. Et par le simple achat d'un vêtement, on soutient une économie, on soutient des femmes principalement qui fabriquent pour des maris qui sont partis justement au combat. Et donc, on a une action du quotidien qui permet de soutenir un pays en guerre. Le deuxième, c'est que beaucoup de marques françaises ont cru qu'on ne pouvait plus travailler avec un pays en guerre. Or, c'est faux, parce que beaucoup d'usines sont dans l'Ouest. Elles peuvent travailler au quotidien extrêmement facilement. Et je voulais montrer à ces usines qu'il y avait un mode de fonctionnement en fait très classique et que de ce fait, n'importe quelle marque française pouvait avoir confiance et pouvoir travailler avec elle. Et enfin, et je pense que c'est le vrai mot politique de souveraineté européenne. Si on voit en Ukraine, on comprend à quel point la souveraineté européenne n'est pas un vain mot, parce que quand on voit la Russie à nos portes, quand on comprend quand le détroit d'Ormuz en fait est bloqué et qu'on peut avoir facilement des produits justement en étant sur notre propre continent, quand on voit ces femmes qui fabriquent des produits de qualité dans des normes environnementales qui sont saines, avec des salaires qui sont corrects, à ce moment-là, on comprend qu'en Europe, on peut construire de la qualité, on peut construire des emplois, on peut avoir une véritable solidarité. Et là, le mot de souveraineté européenne prend vraiment son sens. Parce que la question des emplois, justement, elle est au cœur du secteur. En France, c'est environ 37 000 emplois détruits avec des marques qui ont disparu. On pense à Camaïeu, par exemple. Pour terminer, Yann Rivoallon, comment le secteur peut-il s'en sortir et remonter la pente, finalement ? On a plusieurs axes à travailler. Le premier, évidemment, c'est d'arrêter ces plateformes de fast fashion parce que entre la concurrence déloyale et le parasitisme qu'elles mettent en place, elles vrillent tous les comportements d'achat. Et donc, de ce fait, le premier geste, c'est de soit les stopper définitivement, soit même au moins à minima d'interdire les publicités, ce qui va déjà les diminuer fortement. Le deuxième, c'est de permettre aux consommateurs de retrouver des achats qui sont raisonnés dans un milieu très émotionnel. Pour cela, c'est pour simplement revenir au bonheur des achats qu'on pouvait avoir il y a 30 ans, où on achetait moins de vêtements, de bien meilleure qualité et qu'on gardait plus longtemps. Ça avait deux impacts simples, à la fois sur la planète, parce que sur la planète, on avait une meilleure conservation de notre énergie, de nos matières premières, et en même temps sur notre portefeuille, parce que en achetant des vêtements qu'on garde plus longtemps, c'est la meilleure façon de préserver notre pouvoir d'achat. Et c'est ce double mouvement en fait que je voudrais mettre en place, à la fois d'interdiction et donc d'ailleurs
offensif, mais en même temps défensif en construisant une véritable souveraineté européenne, le tout accompagné par l'intelligence artificielle, parce que c'est aussi en étant innovant, avec des vêtements, avec des nouvelles matières, avec des vêtements mieux vendus, avec des vêtements qui nous correspondent plus, et avec des marques qui sont plus efficaces, qu'on arrivera à créer une mode à la fois plus innovante, plus durable, et surtout qui nous plaît. Donc acheter moins de vêtements, mais mieux de vêtements. C'est un peu le message que vous avez tenu à faire passer aujourd'hui sur Radio. Yann Rivoalan, je rappelle que vous êtes président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci d'être venu dans notre studio parisien aujourd'hui.